vous remercie d'être présent ce soir pour cette table ronde initiée par la ville de Saint-Claude. Table ronde, les intervenants de notre soirée, à commencer par M. Patrick Cam, qui est le conseiller technique sportif Pôle Basketball Guadeloupe, en rouge, s'il vous plaît. Juste à côté de lui, Katie Cam, cadre technique national athlétisme Guadeloupe, en bleu. Est-ce que tu peux lever la main? Peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Merci. Ensuite, M. Serin Olivier, professeur OPS, responsable de la section sportive basketball au Collège municipal. Juste ici. Madame Gina Saint-Fort, professeure de PS, référente au pôle handball Guadeloupe. Et M. Larry, il n'est pas arrivé. Alors, c'est M. Fabrice Otto qui est avec nous, donc le responsable technique de la section sportive football à Versailles. Eh bien, sans plus tarder, on va donner la parole à M. Thierry Cam, qui va nous présenter. Patrick, excusez-moi. Ne t'inquiète pas, on m'appelle Thierry des fois, c'est pas grave. Donc voilà, bonsoir, parce que je suis arrivé un peu en retard, j'ai pas pu saluer tout le monde. Donc je suis, comme il a présenté en préambule, le conseiller technique du basket en Guadeloupe. Donc je suis saint-claudien pour ma part aussi. Et j'ai commencé le basket ici à côté. Donc c'est une discipline que j'ai pratiquée très jeune et forcément qui est devenue une passion. Et par la suite, j'ai eu la chance d'accéder au plus haut niveau et en faire même ma profession. Alors le thème ce soir, c'est le sport et l'accession au niveau. Alors il faut savoir que c'est un cheminement qui est relativement long, mais au départ, il y a plusieurs paramètres qui doivent être communs pour tous les sports. Il faut avoir déjà une santé physique qui le permet. Il faut avoir un certain talent aussi, même si on ne le dit pas tout le temps. Et il faut beaucoup de travail. Et il faut aussi être au bon endroit, au bon moment. Donc, ce sont des paramètres, je pense, assez déterminants quand on veut atteindre de très haut niveau. Alors, je n'ai pas plus de choses qui me viennent comme ça à la tête, ça viendra sans doute en posant quelques questions, en échange, si vous voulez rentrer plus en détail. Mais en fait, je vous ai donné les grands axes de l'accessibilité au très haut niveau. Est-ce qu'il y aurait des questions? N'hésitez pas, je vous emmène le micro. Tu as parlé de quelque chose d'intéressant, ce qu'il faut pour avoir le haut niveau, pour aller vers le haut niveau. Est-ce qu'il faudrait aussi des réseaux, par exemple? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça? Ou des centres de formation? Alors il faut forcément, il y a toute une batterie comment dirais-je, de centres. Alors le réseau, forcément, il faut avoir un réseau, mais ce qu'il faut savoir, c'est pas le réseau ne vient pas avant, c'est la pratique et la production du sportif qui fait que le réseau s'intéresse à lui. Donc il faut souvent faire comprendre ça aux jeunes, même aux parents, que la seule vérité qui existe, c'est le terrain. Tout le reste, c'est de la littérature en fait. Donc si tu produis, t'es bon, forcément on te verra, on saura que t'es là, on viendra te chercher. Ça a toujours été comme ça et ça restera encore comme ça pendant un moment. Monsieur, vous vous présentez? Bonsoir, un nouveau éducateur au Racing Club de basket. Je voulais vous poser une question. Ne pensez-vous pas que le mental est la clé de la réussite vers le haut niveau?
que je suis en Guadeloupe depuis très peu de temps, depuis 1 an et demi. J'ai joué au foot à un certain niveau en France. J'ai entraîné à un certain niveau aussi. Et je pense qu'ici, peut-être que je me trompe, hein. Il y a un collège d'experts devant moi. Vous me confirmerez ou vous m'affirmerez par rapport à mes dires. Mais je pense que le mental est assez négligé. Parce que, pour moi, si on veut accéder au haut niveau, vous avez parlé de talent, vous avez parlé de beaucoup de choses, de travail, surtout de travail. Mais sans le mental, si on a un mental défaillant, on ne peut pas être un sportif de haut niveau. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long. Hein. Non, mais tout à fait. Alors, On vous remercie. Je n'ai pas parlé du mental parce que quand je dis talent et travail, celui qui travaille forcément il a un peu de mental. Parce que le coût de l'effort, c'est pas marrant tous les jours. Donc, effectivement, le mental est déterminant. Donc, ceux qui ont un gros mental, ils travaillent plus longtemps. Mais je connais aussi ceux qui ont beaucoup travaillé et qui ne sont pas forcément arrivés très très haut, ils ont fait une bonne carrière. Et j'ai connu qui ont, pas dire qui ont moins travaillé, qui ont tous entraîné, qui avaient un bon mental aussi, mais qui avaient un talent fou. Et ils sont arrivés aussi très haut. Alors, le mental est déterminant, forcément, parce que si vous n'êtes pas fort dans la tête, vous allez travailler un moment, mais vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour passer l'étape. Vous allez vous contenter d'un certain niveau. Même de bons joueurs, de bons sportifs se contentent souvent du niveau qu'ils ont. Et les autres qui sont de très très bons, les légendes en fait, c'est qu'ils ne sont jamais contents du niveau qu'ils ont. Ils veulent toujours performer pour être meilleurs. Et ils se disent souvent, s'il ne s'entraîne pas, il y a quelqu'un d'autre qui s'entraîne, et forcément il sera meilleur que lui. Donc le mental, oui, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'il se construit avec beaucoup de paramètres, le mental, parce que c'est une dynamique, c'est un enthousiasme, c'est une confiance, et tout ça se construit. Ça se construit par l'entraînement, par... je ne vais pas me répéter, l'entraînement, le travail, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut avoir confiance, il faut qu'il puisse réussir à exécuter ces gestes techniques parfaitement, et pour ça il faut le répéter. C'est comme un musicien, vous avez le musicien qui gratte, vous avez le musicien qui est dans l'orchestre philharmonique, vous avez une virtuose, donc ça vous donne un peu l'échelle du talent et de la pratique de chacun. Est-ce que monsieur ne voudrait pas rajouter quelque part lui aussi qu'il faudrait peut-être un accompagnement pour ces personnes-là, un accompagnement pour que le mental soit de bon niveau. Alors ça peut être par un psy, par toutes sortes de biais. Est-ce que je me trompe, monsieur? Non, c'est peut-être ça. Je pense que ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est un aspect qu'il faut travailler très très jeune. Hein, je pense que c'est parfois, je ne dis pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que c'est parfois un peu négligé. Mais le travail, de toute façon, le travail battra toujours le talent. Et ça fait partie de ce que Patrick a dit, c'est-à-dire qu'on se construit petit à petit, et le mental vient avec le travail aussi, parce que la répétition de l'effort a son importance. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on voit dans le sport de haut niveau des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques, enfin, des préparateurs en tout. Et quand on est de très très haut niveau, le mental se différencie entre le mental pour la construction du sportif de haut niveau et le mental pour la production. C'est-à-dire que quelqu'un qui gère pas très bien le stress, l'émotion, forcément, il a certainement besoin d'un accompagnement. Mais si vous avez des jeunes, chez nous, parce que c'est de chez nous que tu parles, de l'environnement ici, c'est dû à pas dire l'éducation, à notre environnement tout simplement. Parce qu'ici, la compétition, elle est ce qu'elle est, mais elle n'a pas le niveau de compétition nationale. Donc il y a un niveau de la compétition qui est plus élevé au niveau national que chez nous. Ça se comprend tout simplement parce que nous, on est limité par le nombre, on est limité par les niveaux, par les divisions. Ils n'ont pas la référence du haut niveau à côté de la leur. Donc c'est très différent, même si on regarde à la télé, l'aspect n'est pas le même. C'est-à-dire qu'un jeune footballeur, un jeune basketteur
sur le territoire national, il y a l'équipe qui joue en Ligue peut-être, ou en D2, qui peut aller voir, qui peut voir l'entraînement. Il y a les différentes étapes qu'il peut côtoyer, ce n'est pas le cas chez nous. Donc ce qui fait que notre championnat ne prépare pas mentalement les oppositions ici, ne prépare pas mentalement nos jeunes à ce que ça devrait être pour un plus haut niveau. Et c'est la raison pour laquelle la construction, pour qu'ils puissent l'atteindre quand ils voyagent outre-Atlantique, c'est dans le travail, dans l'exigence, qu'on va construire ce mental. L'exigence. Parce que c'est encore plus vrai ici, dans notre environnement familial, l'exigence de l'effort, de la contrainte, elle est moins présente qu'elle a été il y a très longtemps. Alors, je ne suis pas un vieux combattant, mais c'est un fait. Je ne suis pas sociologue non plus, mais c'est quelque chose que tout le monde aujourd'hui peut constater. C'est la réalité. Donc forcément, on doit construire le mental différemment qu'on se construisait avant. Avant, vous aviez des corvées que les enfants avaient, c'est obligé. Voilà. Aujourd'hui, non, ça n'existe plus. Donc forcément, mentalement, ils ne sont pas construits de la même manière. Merci. Avant de passer la parole à Mme Kitty Kam, on va présenter M. Larry Aubé qui est arrivé. Donc c'est le conseiller technique de la Ligue guadeloupéenne de football. M. Aubé, s'il vous plaît. Donc on va poursuivre avec M. Olivier Serin, professeur de BS responsable de la section sportive basketball. Donc on reste dans le même thème, si tu veux bien. Le thème du mental ou du basket? Du basket. Alors oui, le basket à Saint-Claude existe depuis 1978 avec M. Daniel Cassin. Et il a formé de nombreux sportifs, parce que vous avez aussi de l'athlétisme. Et quand il a pris sa retraite en 2008, donc il fallait poursuivre et continuer son œuvre. Et c'est là où je suis, entre guillemets, venu le remplacer. Mais pour le remplacer, il y avait des conditions. Il ne fallait pas faire n'importe quoi avec M. Cassin. Donc j'ai été testé d'expérience. Je ne suis pas basketteur de formation, mais il s'agissait pour moi d'être au mieux que possible au niveau de M. Cassin. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai été me former, j'ai été dans un club, d'ailleurs, M. Bruno Gauthier en était loin, c'était mon entraîneur. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'on a tenté au fur et à mesure, parce que ça mourait un petit peu, de relancer le basket collège. Et la section sportive est venue progressivement. Et elle est venue parce qu'on avait besoin d'entraînement supplémentaire. On avait déjà des titres, oui, mais il fallait poursuivre en fait. Et nous sommes un bassin de pratique plutôt réduit en termes d'effectifs. Lorsque vous avez des grosses écuries, ce sont les abîmés, les gosiériens, et aussi on a aussi le BNBC. C'est très difficile de les concurrencer. Donc il fallait aussi répondre par des entraînements supplémentaires. Donc la section sportive s'est créée un peu dans cette mouvance-là, c'était pour donner à l'ensemble des clubs du Sud-Bastien la possibilité d'avoir des entraînements supplémentaires pour ces enfants. Donc on n'a pas obtenu directement tout ce qu'on voulait, ni en termes de moyens horaires, ni en termes de moyens matériels, mais on a fait petit à petit. En 6 ans, on existe depuis 2008 quand même, en 6 ans, on a connu le Covid. Et là où la section sportive a porté son petit bénéfice pour l'accession au niveau, c'est qu'il y a des gamins qui ont arrêté le sport pendant le Covid. Il était interdit de pratiquer l'activité, si vous vous souvenez bien. Et bien, ces gamins-là qui allaient arrêter, ils ont continué à l'école, au basketball, à pratiquer sans jamais perdre ni la motivation, ni le côté technique. Alors c'est sûr qu'ils n'étaient pas au niveau de ce qu'ils faisaient au club en termes horaires et peut-être même plus loin en termes techniques. Mais on a empêché en fait à ces gamins-là de se démobiliser. Et ça c'est déjà une première victoire par rapport au Covid.
Voilà. Parce que c'était seulement les établissements scolaires qui pouvaient pratiquer du sport. Les clubs, tout le monde se souvient, ne pouvaient pas. Voilà. Et à la reprise, ensuite après post-Covid, donc on a dû relancer toute la machine pour pouvoir permettre à ces gamins de se perfectionner. Et le perfectionnement pour moi, pour le haut niveau, eh bien, nous sommes à la toute première marche, la plus basse. Celle qui fait qu'on va recruter des gamins qui ne sont pas forcément tout le temps en club, je tiens à le préciser. On peut des fois aussi recruter des gamins qui ont la motivation, qui ont l'envie de découvrir et qui, en plus de l'UNSS, ont envie d'aller un petit peu plus loin, mais quelquefois ont peur d'entrer au club, se disant mais il y a déjà des équipes toutes faites, je risque de ne pas pouvoir jouer tout le temps, etc. Ils ont des doutes. Et la session sportive permet de recruter ces gamins-là et de leur donner confiance. Et souvent, des élèves à nous partent dans le club. Pourquoi? Parce que dans la session sportive, il y en a déjà qui sont au club. Et donc, ils invitent, ils font du rabattage. Et ces gamins-là qui n'étaient pas forcément rentrés dans le club, ils y vont. Donc, la première marche aussi sert de parachute. Il y a aussi des gamins qui sont dégoûtés, qui sont, par exemple, dans un club et qui n'arrivent pas, en fait, à s'exprimer. Parce qu'il y a des marches aussi compétitives. Au lieu d'arrêter le basket, ils redescendent entre guillemets en UNSS et prennent goût à la section sportive. Et j'en ai vu qui ont repris le basket et qui sont maintenant à un bon niveau alors qu'ils avaient arrêté. Donc la section sportive, c'est la première marche d'accession vers le haut niveau. Et je crois qu'il y a très peu de sportifs de haut niveau qui ne soient pas passés par l'EPS, l'école, et je dirais même l'UNSS. C'est la première marche qui permet de prendre goût. Et en ce sens-là, la section sportive, elle peut même aller plus loin. Parce que souvent on fait le mélange entre la section sportive scolaire, où il n'y a pas besoin de certificat médical, et la section d'excellence sportive, qui se rapproche plus un peu des centres de formation, où là il y a des exigences supplémentaires. Et ce lien-là, vous avez ensuite au pôle handball, pôle d'athlétisme, etc. Donc, nous sommes dans la toute première marche, et il faut bien commencer par la marche. Et bien, nous proposons cette marche. Voilà. On vous remercie, vous avez bien détaillé comment ça se passe pour les jeunes. Donc, vous faites de la détection. Oui. Vous déterminez comment les élèves pourront être motivés pour continuer plus loin et franchir les paliers. C'est bien ça. Oui. Alors, non seulement on fait de la détection, mais on ne fait pas de la détection que pour le basket. C'est-à-dire que l'élève qui arrive en section sportive, il est collégien, il a des goûts, il a envie de faire des fois plusieurs sports. Bien sûr qu'on est là pour l'emmener vers un haut niveau et pour l'emmener à choisir. Mais j'en veux pour preuve. 3 gamins de section sportive. Une, Anjali, qui était en section sportive avec nous, qui était une excellente basketteuse et qui a fini par partir au PSG et à un centre de formation désormais de football. Voilà. Mais en fait, elle a goûté au processus de perfectionnement. Il y a un deuxième gamin, Mourad Marceau, qui lui, excellent basketteur, mais malheureusement un petit peu trop petit en taille, mais excellent basketteur et qui hésitait entre le rugby et le basket. Jamais on l'a rejeté. Il a fini, il est désormais au pôle du CREPS en rugby. Et le dernier, c'est Evan, qui lui était très très grande taille et qui dans son club n'avait pas forcément encore tout le potentiel, ou du moins qui n'arrivait pas encore à exprimer la totalité de son potentiel, parce qu'il était désynchronisé, mal coordonné. Et bien, petit à petit, en venant à la section sportive, il a pris le temps de se former. C'est pas moi qui l'ai formé, c'est pas le collège, c'est un ensemble d'intervenants. Et il s'est présenté auprès de M. Cam, Patrick, et maintenant il est au pôle basketball. Alors il va faire au pas carrière, ça on ne sait pas, parce qu'en fait on estime trop souvent
il n'y a qu'une seule voie. Quelquefois, un sportif peut se sentir il peut avoir aussi des moments de sa carrière où ça ne va pas. Ça peut être temporaire, ça peut être un mois, ça peut être un an, ça peut être 6 ans, 7 ans. Il y a des sportifs qui émergent beaucoup plus tard. Et la section sportive vise simplement à permettre cette accession, permettre à l'enfant de découvrir ce qu'il peut faire. Et ce rôle de détection-là qu'on a, on le fait pour le basket, mais on sait très bien que si un gamin court en 10 secondes le 100 mètres, on ne va pas le laisser en basket. On va commencer à présenter à Kétika. On va lui dire, il faut quand même que tu viennes pour tester ce gamin. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors nous, notre boulot, c'est l'orientation et prendre goût aux premières étapes du haut niveau. Mais on en est loin, on fait déjà une petite partie du boulot. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ou peut-être dans le Facebook Live? Une question, madame? Je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous les intervenants, bonsoir à tous. Alors, monsieur Patrick Cap disait tout à l'heure en fait qu'il faut une grande part de talent pour accéder au haut niveau. Je pense que c'est vrai. Maintenant, la thématique c'est la préparation au niveau. J'ai entendu en tout cas sur les deux intervenants que ça se prépare dès le plus jeune âge. Donc, c'est vrai qu'il y a la préparation des sportifs, mais qu'en est-il de la préparation des familles et des parents? Et ça, j'aurais bien aimé qu'on ait le retour pour chaque discipline présente ce soir. Comment préparer les familles à accompagner aussi leurs enfants vers le haut niveau, puisqu'ils peuvent être perdus parfois ne sachant pas quel parcours, quels acteurs rencontrer. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir des exemples par discipline, par exemple? Merci beaucoup. Alors, concernant la préparation des parents, on est en discussion avec quelquefois le PS et quelquefois la section sportive. Alors, j'ai eu des parents qui se demandaient quelles sont les filières pour le basketball. Et dans la section sportive, il y a un volet de préparation, c'est vrai que cette année on l'a moins fait, mais il y a un volet de préparation où on a une vidéo projection sur les différentes filières. Par exemple, le fait d'aller à Bourges au basket, on présente notamment pour les filles, parce que c'est moins connu, les différentes filières d'accession au haut niveau. Donc on présente les différents établissements qui reçoivent, les pôles, et même pour le basket américain, entre guillemets, les différentes filières de formation pour le basket, notamment féminin. Alors des fois, les parents se disent, oui, mais moi, ma fille, elle est un peu forte au basket, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle va aller, qu'est-ce qu'elle va faire. Mais déjà, en section sportive, on présente déjà les différentes voies que l'enfant peut prendre. Et pour la préparation du parent, quand il a des doutes, il peut, et en général, il vient pour poser des questions, savoir comment faire pour accéder. Alors la première question que l'on pose en général, c'est l'accession au CREPS. Comment mon enfant va faire pour se distinguer, pour accéder au CREPS? C'est l'une des questions qui revient 5-6 fois dans l'année avec les enfants qui ont envie d'accéder au CREPS, qui ont envie d'accéder au niveau. Et là, c'est mon travail de leur expliquer que ce sont des détections, c'est pas immédiat, c'est à force d'accumuler des résultats. Monsieur Kam l'a dit, on n'accepte pas le CREPS parce qu'aujourd'hui on a fait un excellent match. Il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, c'est jour après jour, année après année. Et c'est comme ça qu'on accepte petit à petit à une forme de reconnaissance de la part de ceux qui attendent de recruter des nouveaux talents. Parce qu'en fait, chaque fois, ils frappent à la porte. Et je leur dis à chaque fois, frappez à la porte, n'abandonnez jamais. J'ai eu un enfant qui voulait jouer au rugby, bien précédemment à Moran, et pour qui ça échouait en permanence au laps de CREPS rugby, et ça échouait en permanence. Et bien, je lui ai dit, écoute, déjà, la première chose que tu vas faire, c'est te rapprocher un petit peu plus des intervenants du CREPS. En compétition, montre ta valeur. Pas seulement la valeur sportive, la manière dont tu écoutes ton coach, la manière dont tu te comportes, la manière dont tes parents se déplacent pour venir te voir en compétition. Parce que eux, ils attendent aussi qu'il y ait un soutien des parents quelquefois pour pouvoir encadrer leur enfant, mais aussi les soutenir moralement dans leur démarche. Et ce gamin-là, en fait, il a été pris au bout de 2 ans et il a fini meilleur joueur du tournoi anti-Guyane. 2 ans après. Il a fait le meilleur joueur du tournoi anti-Guyane. Aujourd'hui, il est en France et c'est mon futur collègue. Il a
arrêté la version compétitive pour devenir sportif de haut niveau, mais en tout cas, il s'en est rapproché. Donc les parents, déjà c'est par l'école, mais aussi ensuite en allant vers le haut niveau, eh bien, il faut se renseigner, il faut frapper aux portes. Même si on vous refuse quelquefois l'entrée, ce n'est que temporaire. Frapper aux portes, frapper de nouveau. Il ne faut jamais abandonner parce qu'on ne sait pas. C'est une question quelquefois d'opportunité, c'est une question quelquefois de déplacement, de match. Alors, je vais juste terminer. J'ai mon fils qui a été au Calcutta Games en athlétisme, il a fini 3e. On ne l'a pas détecté. Pourtant, il a fait de très très bons résultats. Il était blessé. Mais les coachs ont relevé son nom. Quand je parle des coachs, je parle des scouts, c'est-à-dire les détecteurs au niveau des universités américaines. Ça ne veut pas dire qu'on va l'appeler. Pas du tout. Mais si l'année prochaine, il refait la même chose, si dans 2 ans, 3 ans, il est encore sur le circuit, peut-être qu'on va lui ouvrir une porte. Et c'est en cela que je vous dis, les parents et les enfants, on parle de mental, n'abandonnez pas. Vous avez un projet, travaillez, allez jusqu'au bout, et ensuite on verra. Et les parents, ce processus-là, c'est un processus de suivi de l'enfant. Et il faut être capable de donner ce qu'il y a à donner à cet enfant-là pour qu'il puisse progresser. Malgré les échecs qu'il enchaîne quelquefois. Il faut y aller. Donc on a bien compris qu'il faut beaucoup de détermination. Et puis, on n'est pas obligé de s'arrêter à une voie. Et ça va nous permettre d'enchaîner avec Madame Ketikam, puisque elle est là pour nous parler d'athlétisme. C'est le cadre technique national de l'athlétisme guadeloupéen. Bonsoir à tous. Je suis donc cadre technique national à la Fédération française d'athlétisme et ma mission essentielle est la structuration du haut niveau aux Antilles Guyane. Donc on est en plein dans le thème qu'on aborde. Qui dit structuration, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place pour permettre à un jeune sportif de pratiquer à haut niveau. Donc comment je vais l'accompagner sur le plan scolaire s'il est scolarisé, comment je vais l'accompagner sur le plan professionnel pour avoir des aménagements horaires quand il travaille, comment je vais l'accompagner sur le plan psychologique et mental, qu'est-ce que je vais mettre en place, qui je vais faire intervenir, comment je vais l'accompagner sur le plan médical et paramédical. Donc en gros, c'est tout ça ma mission, et en même temps, maintenant, je suis coordinatrice du pôle athlétisme, donc ce qui me permet aussi de mettre en place au pôle tout ce processus d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc, je ne sais pas comment vous expliquer ou comment dire les choses. L'accès au pôle athlétisme dont parle M. Serin, pour entrer au pôle athlétisme, en athlète, c'est acte de candidature. Le jeune qui sent qu'il a un potentiel fait acte de candidature en priorité. Maintenant, si moi j'ai détecté un potentiel et que ce jeune n'a pas fait acte de candidature, je vais aller vers les parents et le jeune pour lui demander si ça l'intéresse d'intégrer la structure. Mais qui dit faire du sport de haut niveau, ça veut dire aussi mettre en place tout un environnement, je veux dire des jeunes à qui on apprend à bien manger, bien dormir, bien se comporter, bien s'entraîner. Et quand vous posez la question de comment accompagner les parents, moi je dis qu'un parent qui a un enfant en accession vers le haut, c'est un parent qui est à côté de son enfant et qui l'emmène. C'est pas le parent qui est sur le terrain à la place de l'entraîneur et qui dit mais pourquoi il fait pas telle distance, pourquoi il fait pas ci. Moi j'ai entraînement à 7h du matin, ce parent il est capable d'emmener son enfant à 7h du matin. J'ai entraînement à Anse Bertrand, le parent il est capable d'emmener le gamin à Anse Bertrand. Un enfant qui veut faire du haut niveau, c'est un enfant qui, je ne veux pas dire qu'il fait des sacrifices, c'est un enfant qui fait des choix. Donc ça veut dire qu'un parent, si l'enfant fait le choix, le parent fait le choix d'accompagner l'enfant. Il ne fait pas à la place d'eux, il ne fait pas pour, il est avec. Et quand ça marche, c'est parce que le parent est avec. Et que c'est pas parce que le parent fait pour. Et moi, je suis sur une discipline à maturité tardive. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être
faut pas pouvoir mettre la charge dans le dos. Comment il va gagner? Pourquoi il n'a pas fait ci? Pourquoi il n'a pas fait ça? Nous, on est seulement sur une discipline à maturité tardive. Donc, on les recrute en 4e et on les garde jusqu'à ce qu'ils aient envie de changement, ou qu'ils aient envie d'arrêter, ou que voilà. Je ne sais pas si je peux répondre à des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si j'ai bien compris, pour qu'un jeune puisse prétendre au haut niveau, il faut qu'il ait du soutien, un soutien permanent. Oui. Soutien de son entraîneur, soutien de sa famille. Il y a des questions? Primordial. Des questions dans le public, s'il vous plaît? Parce que c'est pas facile de venir à l'entraînement tous les jours, ce n'est pas facile. On a des jeunes, en plus nos jeunes actuels, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des jeunes qui sont très réseaux sociaux ou autre chose. Donc pour moi, quand un jeune fait le choix de se lever et de mettre le pied sur une piste, c'est un jeune qui a déjà envie, donc il faut accompagner. S'il n'y a pas de questions, on va passer au deuxième sport le plus populaire en Guadeloupe, le football. Je me trompe? Deuxième après le cyclisme, c'est bien ça? Prenez le micro. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Larry. Larry Opé, conseiller de la Ligue européenne de football et en charge plus particulièrement de tout ce qui est développement et animation des pratiques. Aujourd'hui, je suis là pour représenter le DTA qui est sur une autre mission ce soir. Et en fait, je vais vous développer les différentes étapes de l'accession au niveau local, mais aussi au niveau national, qui commence chez nous dès les U11, donc ce sont les enfants de 10 ans. Donc avec ce qu'on appelle des CPS, ce sont des centres de perfectionnement de secteur. Donc il y en a un à Grande-Terre, localisé à Grande-Terre, un localisé sur la Basse-Terre. Et ils fonctionnent avec un entraînement supplémentaire pour ces enfants qui sont identifiés dès le début de saison. Et à mi-saison, il y a un deuxième bracelet qui est fait pour revoir d'autres enfants. Donc c'est un groupe de développement qui fonctionne avec une séance supplémentaire par semaine, en général tous les samedis matins. Et ça permet donc à ces jeunes-là de se rapprocher d'une norme de pratique un peu plus qui répond un peu plus au niveau fédéral. C'est-à-dire qu'ils bénéficient donc de leur entraînement en club, mais aussi de ce groupe de développement du samedi matin. Et ça leur permet d'avoir un niveau de pratique qui correspond aux attentes. Ensuite, on va aller sur le même dispositif pour les 13, donc ce sont les 12-11 ans. Ce sont des groupes de développement aussi, de secteurs, Basse-Terre, Grande-Terre, avec des rassemblements là, un peu plus réguliers sur la saison, le samedi matin, mais aussi durant les périodes de vacances scolaires. Et ça permet justement de travailler avec ces enfants, de les prendre de niveau A pour leur amener à un niveau un peu plus élevé tout au long de la saison, au-delà de leur entraînement en club. Donc ce ne sont pas des gamins qui sont dans une structure, mais ce sont des gamins qui bénéficient véritablement d'une séance supplémentaire avec un groupe avec un niveau plus élevé. Ensuite, arrivé sur les catégories de 13-14 ans, donc il y a cette structure qui est magnifique, qui existe en Guadeloupe, c'est le CREPS. Donc nous aussi, au niveau du football, on a le pôle espoir qui est intégré. Donc les gamins sont scolarisés à la cité scolaire et bénéficient d'un entraînement journalier, donc 5 entraînements dans la semaine, et le week-end, ils sont à disposition de leur club. Donc cette structure-là, c'est une structure qui est importante, c'est celle qui est connue de tous. Et en fait, c'est un travail, c'est un double projet, c'est des enfants qui s'inscrivent dans un double projet, que ce soit scolaire mais aussi sportif, mais surtout scolaire, c'est la base de tout, parce qu'on est sur un projet véritablement éducatif, où on éduque l'enfant par sa scolarité, mais on l'éduque aussi par son sport. Donc il y a un état d'esprit à avoir, mais aussi des qualités, que ce soit technique, physique et athlétique, technique, physique et tactique qu'il faudrait que le joueur ait durant son cursus. Après, il y a ce qui existe autour, qui est un peu un dispositif plus récent, mais qui a fait ses preuves depuis quelques années. C'est toutes les sections sportives, donc qui commencent au collège et on en trouve au niveau du foot 2 maintenant, parce qu'il y en a
une qui va ouvrir au lycée Raoul-Georges Nicolo à la prochaine rentrée, mais c'est une structure, en fait, c'est une section sportive purement féminine, ce qui va recevoir que des jeunes footballeuses, du coup, à la prochaine rentrée. Et la deuxième, c'est celle qui existe depuis plusieurs années déjà, au lycée Chevalier Saint-Georges, aux Alpes. Donc, en fait, cette section sportive, elle a déjà montré ses preuves, parce que, bon, pour la petite idée, c'est une section sportive à Chevalier Saint-Georges qui est mixte, qui accueille et les garçons et les filles au niveau du lycée. Et le plus bel exemple en date, c'est on a une fille cette année qui a intégré un club en début de saison qui est le TFC, Toulouse Football Club, au nom de Miniti Bironien, qui est passé par cette section sportive du Chevalier Saint-Georges, qui est passé par nos CPS en étant plus jeune. Et aujourd'hui, elle a connu cette saison ses premières sélections nationales avec l'équipe de France féminine de sa catégorie, donc les 17, et elle a été titularisée à plusieurs grandes rencontres et grandes compétitions. Donc c'est des exemples qui montrent que les sections sportives ont toute leur légitimité, parce que c'est une fille qui n'est pas passée en pôle espoir, mais qui a bénéficié de sa section sportive pour pouvoir se faire détecter. Ensuite, maintenant, ça existe déjà dans plusieurs collèges, où là, on va parler de 12 à 13 collèges sur tout le territoire. C'est des sections sportives donc, qui commencent de la 6e jusqu'à la 3e. Et là aussi, ça permet de répondre justement à des normes d'entraînement un peu plus élevées pour nos joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bénéficier que des entraînements club, mais ils auront 2 entraînements supplémentaires par semaine. Donc ça permet un véritable développement pour ces joueurs-là. Et c'est intéressant parce qu'on voit les résultats sur les dernières années. Donc, ensuite, ce qui est aussi bien et récent aussi, c'est qu'après le niveau U15, on va pouvoir suivre certains joueurs. On va parler d'élite, c'est le CERFA, donc c'est le centre d'élite des régions françaises d'Amérique, qui s'entraîne aussi au CREPS du coup. C'est des joueurs de 15 à 17 ans qui sont sur 3 années d'âge, qui ont un groupe de travail, ils s'entraînent ensemble et le week-end, ils ne sont pas comme ceux qui sont pour l'espoir, ils ne retournent pas dans leur club. Ils sont véritablement engagés dans une compétition locale, donc ils sont dans un championnat senior R1. Et ça permet justement, c'est peut-être ce trou qu'on avait dans les années précédentes, où après la sortie de Pôle Espoir, nos joueurs, s'ils n'avaient pas signé dans une structure professionnelle, ils se perdent un peu dans la nature, il y a certains qui arrêtent le football. Là, ça donne une chance supplémentaire à nos enfants, à nos jeunes, de pouvoir poursuivre leur cursus. C'est au niveau, c'est de ce qu'on parle, et de pouvoir pratiquer de manière plus régulière et avoir un meilleur suivi, parce qu'ils sont quand même dans ce qui est reconnu comme un centre de formation à cet âge-là. Ensuite, il y a des dispositifs qui sont maintenant, on va dire, qui arrivent par période, c'est-à-dire chaque année, un dispositif qu'on appelle les interligues. Donc il y a plusieurs phases. Il y a déjà une phase locale où on fait un brassage pour recenser les meilleurs joueurs de la catégorie. Ceux qu'on retient, ils vont venir sur un deuxième brassage qui, cette fois-ci, est anti-Guyane, qui va permettre ensuite de partir à Clairefontaine pour former une sélection qu'on appelle une sélection outre-mer. Et à ce moment-là, les interligues de la Clairefontaine, c'est un dispositif en fait qui est mis en place, où il y a plusieurs sélections qui s'affrontent sur une période d'une semaine en général, et beaucoup de recruteurs sont invités de manière à détecter les futurs talents de demain. Donc c'est des dispositifs qui existent, qui fonctionnent, parce qu'on a quand même de beaux exemples. Et de plus, je rejoins ce que les collègues ont dit un peu tout à l'heure, c'est qu'en fait, il n'y a pas un circuit prédéfini où il faut faire toutes les étapes. Non, on peut rentrer à n'importe quelle porte. C'est vrai que nos jeunes, ils ne se développent pas tous à la même vitesse. Il y a certains qui, j'ai bien aimé le terme de Ketty, qui arrivent à maturité tardive, à la Ketty, mais au football aussi. C'est-à-dire que
celui qui est bon aujourd'hui en U13, ce n'est pas forcément le meilleur U15 après, dans 2 ans. Donc c'est pourquoi il faut avoir ce suivi-là, mais régulièrement sur les différentes catégories, de manière à moins se tromper, on va dire, et accompagner nos enfants et leur donner toutes leurs chances. Donc voilà, si vous avez des questions. Vous avez dit qu'il était nécessaire que les jeunes aient un cursus et un encadrement. Est-ce que c'est la condition sine qua non pour atteindre le haut niveau? Qu'ils soient suivis de 11 ans, comme vous avez dit, jusqu'à 17, jusqu'au CERFA? Selon nous et selon même la fédération, une des conditions sine qua non pour la réussite et l'accès au haut niveau, c'est des normes de pratique qui sont réglementées maintenant, parce qu'il y a beaucoup de cahiers des charges qui répondent aux différentes structures qu'on a évoquées juste avant. Donc, si on veut se donner les chances et donner les chances à nos jeunes d'être vus, d'être bons au moment opportun, chacun à son rythme, c'est qu'ils aient des normes de pratique qui sont de bon niveau, c'est-à-dire régulièrement entraînement régulier sur une semaine. Bon, au football, on va parler d'au moins 5 entraînements par semaine si on veut que l'enfant. Au-delà de ça, on peut bénéficier des structures qu'on a fait appel, notamment les sections sportives. Donc l'entraînement du club plus les sections sportives, ça nous amène à un entraînement hebdomadaire qui est conséquent et normalement, c'est vérifié, il y a des progressions qui sont faites plus facilement comme ça. Mais il ne suffit pas que ça, malheureusement. On a parlé aussi du cadre familial, de l'environnement de l'enfant. Moi, ce que j'appelle aussi la préparation invisible, c'est-à-dire l'enfant, s'il veut accéder au niveau, il doit se donner une certaine rigueur au niveau alimentaire, au niveau du repos, mais au niveau aussi surtout de son hydratation, surtout par rapport à notre climat ici en Guadeloupe. Je vous écoute tous jusqu'à maintenant et beaucoup parlent de travail, mais jamais de talent. À quel moment ça intervient ça? Est-ce que c'est suffisant? Le talent, il est inné. Avec travail, il se bonifie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un joueur qui est talentueux, en l'accompagnant, il sera encore meilleur. Donc même si le talent, parfois, il y en a, on a des exceptions, notamment au football, on ne va pas les citer. Avec travail, de toute façon, ça permet une régularité. Avec travail, ça permet une longévité. Donc c'est pourquoi il faut les accompagner, même avec le talent. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Madame? Bonsoir, je suis Madame Paris. Donc j'ai un fils de 12 ans qui pratique le football et qui a des ambitions de se perfectionner pour accéder au sport de haut niveau. Donc je voulais savoir comment accéder au centre de perfectionnement du secteur. Il est déjà dans un club, le club connaît déjà ses ambitions. Donc nous à côté, sachant on a su qu'il y a une détection qui est prévue l'année prochaine, on le prépare, parce qu'on a appelé un coach privé pour lui, qui entraîne 4 fois par semaine en plus, parce qu'on sait qu'il y a des exigences. Donc c'était pour savoir comment faire pour accéder au centre de perfectionnement du secteur. Donc, pour accéder au centre de perfectionnement de secteur, ça fonctionne en détection, c'est-à-dire au début de chaque saison, tous les clubs sont informés. On invite tous les clubs à envoyer au moins 3 joueurs et un gardien. Et en fonction, ensuite on fait des premiers tours, des deuxièmes tours, des troisièmes tours de détection. Et après, on s'arrête sur un nombre prédéfini pour le groupe Basse-Terre et pour le groupe Grande-Terre. Il y avait une autre question, oui. Oui, bonsoir tout le monde. Gilles Monfret, responsable de la section football de la ZAC Football. J'ai une question à poser à la LGF. Que pensez-vous de l'intervention de la PSG Académie en Guadeloupe? C'est une bonne question. Donc, c'est une académie qui aujourd'hui est implantée en Guadeloupe sur plusieurs secteurs, sur plusieurs clubs même, qui fonctionne comme elle fonctionne.
Au départ, c'était un peu décrié par rapport à leur système d'organisation. C'était véritablement des bénévoles, déjà des clubs locaux qui étaient mis à disposition pour encadrer. Maintenant, ça prend une autre tournure, c'est de voir comment ça évolue, mais je vais pas détailler plus sur ça. D'autres questions? Monsieur, il me semble que vous aviez levé la main. Eh bien, on va poursuivre toujours sur le thème du football avec monsieur Fabrice Otto, responsable technique de la section sportive football à Versailles, cadre technique, football. Donc je vous laisse la parole, monsieur Fabrice Otto. Donc, bonsoir à tous. Comme l'a dit l'animateur, c'est vrai que on aurait pensé que je suis qu'un prof responsable de... Parce que moi je suis pas prof de PS. Je suis responsable technique de la section football de Versailles, tout simplement parce que je suis entraîneur éducateur diplômé et que je parcours également en tant qu'encadrant, on va dire, dans le paysage du football guadeloupéen. Donc cette section sportive, dont je vous ai fait un petit rappel, elle a été créée en 1999, on l'a dit tout à l'heure, monsieur Larry Opé, et c'est un projet qui a été porté par monsieur Régis Matignon à l'époque, avec pour objectif identique, comme a dit monsieur Serin, qui était d'augmenter le nombre d'entraînements, de pratiques dans le sud-pasteur par rapport au groupe. Donc il faut savoir que les sections sportives, justement, comme ça a déjà été précisé, on vit en amont. Donc en 6e et 5e, on a des enfants qui se cherchent, qui arrivent avec des projets plein la tête, qui veulent aussi intégrer le CREPS, en tout cas le pôle espoir football. Et dès mon arrivée justement au sein de l'établissement, le chef d'établissement a souhaité que je sois le professeur principal de cette classe justement qui faisait le lien ou qui présentait les élèves qui allaient se préparer au concours d'entrée du CREPS. Donc, on a constaté en tout cas qu'il y avait une problématique qui se posait. Beaucoup d'enfants pensaient avoir du talent, comme on a parlé tout à l'heure, parce qu'en fait, le talent n'a pas de curseur en fonction de la personne qui prononce le mot talent vis-à-vis de l'individu. Et souvent, on a cette problématique-là chez nous, je dis en Guadeloupe, où tout le monde pense pouvoir dire qu'elle a du talent, etc. Sauf que c'est un triple projet. Quand l'enfant a l'ambition d'intégrer le CREPS, il y a le projet sportif, d'accéder un jour au niveau, mais il y a aussi le projet scolaire qui va de pair. Et lors de mon intégration à cette section, on a constaté qu'il y avait des enfants qui avaient du talent et qui malheureusement, lorsqu'il fallait fournir les bulletins, ils se faisaient un peu refouler à l'entrée. Pourtant, la partie sportive avait été validée par ceux qui font la détection. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé? On a mené des réflexions et depuis 7 ans, ça fait 15 ans que je suis à Versailles, on a décidé, comme l'a précisé M. Serin, que dans notre section sportive, il y aurait un groupe élite. C'est-à-dire que on a fait ce petit groupe élite avant même qu'il y ait des CPS, pour que les enfants qui avaient ce projet d'entrer au CREPS, on puisse leur permettre de travailler ensemble, parce que dans les sections sportives, l'objectif c'est pas que tous ils aillent vers le haut niveau, c'est pour augmenter la pratique sportive, mais aussi permettre à des jeunes de pratiquer dans le cadre scolaire le football. Donc on a fait le choix d'avoir 2 groupes, surtout sur les années 6e et 5e, qui permettent à ces jeunes qui ont l'ambition de préparer, je dis bien, le concours d'entrée au CREPS, non pas d'entrée au CREPS, de travailler ensemble avec une exigence qui se rapprocherait de ce qui serait attendu. Ensuite, il y a des rencontres qu'on a mis en place avec les parents pour leur expliquer très tôt, comme disait tout à l'heure Madame Cam,
que ce projet-là, ça doit être réellement le projet de l'enfant et qu'ils doivent être en complément pour l'accompagner et non pas le projet du parent pour l'enfant. Donc, on a mis en place des entretiens pour expliquer très tôt que dans l'accompagnement, c'est de surveiller les temps de sommeil pour la scolarité. C'est aussi faire en sorte que l'alimentation soit de pair, comme le disait tout à l'heure M. Lariopé, puisque si le goûter, c'est des chips et du soda toute la journée, parfois aussi c'est un peu la cause de l'agitation de l'élève au cours de la journée. Et au final, le challenge, on va dire, pour moi en tant que prof principal, c'est d'aller convaincre les autres collègues que ce gamin-là, il faut peut-être, on va dire, mettre des appréciations avec bienveillance, pour employer un terme à la mode. Mais c'est pas tout le monde qui comprend ça. On voit que le projet, que l'élève est à l'école, il doit se tenir correctement. Donc, il a fallu construire une équipe pédagogique aussi, avec des professeurs qui cette mentalité-là, pour non pas tout excuser, mais bien faire comprendre, rabâcher régulièrement à ces gamins, parce que généralement, ceux qui ont l'objectif d'entrer, de préparer le concours au CREPS, ils ont toujours, je vais dire malheureusement, quelques petits écarts de comportement à l'école. Donc ça nous a permis quand même de bien les accompagner. Aujourd'hui, on va dire, il y a Jérémy Hachi, qui est l'exemple type qui est à Lorient, il me semble en ce moment. Donc il est dans l'antichambre des pros, mais il a fait le cursus à Versailles, le cursus au CREPS, le CERFA, et aujourd'hui il est en structure, il est dans l'antichambre, on va dire, des pros à Lorient. Et pour l'instant, en tout cas, nous avons à Versailles au moins un enfant qui intègre le pôle espoir chaque année. Parce que on essaie en tout cas de faire au mieux pour que les parents puissent être conscients que c'est un triple projet qui doit être mené, mais aussi on essaie de leur expliquer, de préparer l'après. C'est-à-dire, il faut aussi préparer l'échec. Ce qu'on pourrait appeler un échec ou une marche qui ne soit pas franchie, tout simplement. Parce que le jeune qui n'intègre pas le CREPS après la classe de 5e, il peut encore continuer à travailler et intégrer le CFA à la sortie de la 3e, et qu'il n'y a pas de porte d'entrée comme l'ont dit les collègues tout à l'heure. Donc, il faut aussi, nous essayons, en tout cas, même si on n'est pas sociologue comme l'a dit M. Cam, de faire comprendre aux parents qu'il ne faut pas en fait que cette non-réussite à une étape, que ce soit une hécatombe familiale, et que l'enfant le ressente, et au final, il abandonne son projet et se dit tiens, je ne vais pas y réussir, ou etc. Donc, on fait des réunions avec les parents pour les accompagner sur ce projet-là, et on essaie en tout cas de mener ce combat pour que nos jeunes aient le maximum d'informations pour les préparer au concours d'entrée au CREPS. Et ensuite, éventuellement pour le CFA, si l'occasion le permet également. Et ensuite, après, ils font leur parcours et puis voilà. Et il y a également, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire qu'on a aussi des exemples, même avant qu'il y ait la structure de jeunes qui sont passés par le pensionnat de Versailles, c'est la section sportive, comme bon, je peux le citer, Vidian Valérius, vous connaissez tous les bus Valérius du quartier de Baïf. Vidian a eu un parcours d'excellence à un moment donné, il est parti. Il n'a pas atteint le très haut niveau, il a touché quand même le niveau national au foot. Et à un moment donné, eh bien, là il est revenu en Guadeloupe pour reprendre l'entreprise, notre travail avec son père. Donc ça veut dire aussi que c'est ça, c'est comme l'ont dit les collègues, il y a aussi le projet d'être un homme
dans la société de demain, non pas simplement un sportif. Voilà. Il s'agit d'un projet de vie, en fait. Oui. Monsieur? Bonsoir tout le monde. Je parle à Excel, je suis éducateur à la Boulasse de Basse-Terre. Je voudrais avoir quelques informations. En fait, comment se passe la semaine d'un enfant en fait, en section sportive? Le nombre d'entraînements, au niveau de la détection au début, en fait, la sélection des gamins, comment ça se passe en termes de prérequis, qu'est-ce qu'on leur demande? Alors, nous, pour les tests, ce sont des élèves de CM2 qui se présentent. Donc, vous pensez bien que la détection pour entrer dans une section sportive, elle est moins drastique et draconienne que celle pour entrer au pôle espoir. Donc, nous, notre objectif, déjà, c'est d'identifier les jeunes qui veulent rentrer et intégrer la section sportive. On leur demande une base football, bien entendu. Les tests qui sont appliqués, on utilise des tests que l'on retrouve au niveau national. Par exemple, il y a le 8, il y a les déplacements, la course brisée, il y a des petits exercices comme ça, mais surtout on les laisse jouer et on essaie d'identifier ceux qui peuvent intégrer la section. Donc les tests ne sont pas compliqués en soi pour l'entrée à la section sportive. Maintenant, pour le groupe élite, ça veut dire un jeune qui intègre la section sportive, il peut ne pas être essentiel. L'objectif aussi de la section sportive, c'est que l'enfant y prenne goût et qu'il veuille pratiquer un club après. Mais pour intégrer la section élite, il faut que l'enfant soit licencié en club, qu'il ait quand même un certain bagage pour pouvoir travailler avec d'autres exigences que les autres n'auraient pas. Donc on s'entraîne 2 fois, donc on a 2 créneaux d'1h30. Donc le créneau c'est 2 heures, on travaille 1h30. Donc il y a 2 séances supplémentaires. Donc nous, notre problématique c'est que il s'avère que les jours d'entraînement sont les mardis et les jeudis. Il y a des clubs qui ont des séances ces jours-là. On essaie de faire comprendre aux enfants qu'il faut au moins être présent une fois, parce que être absent à la section sportive, c'est une absence scolaire, puisque l'enfant est censé être sous notre responsabilité durant ce créneau-là. Donc, si le parent a prévenu très tôt, dès le début de l'année, qu'il ne s'engage que sur un jour, on peut le tolérer et puis que l'enfant il pratique au sein de la section. Mais pas qu'il s'engage. On demande surtout aussi, ils ont une charte et un contrat d'engagement qu'on leur remet en début d'année, qu'ils doivent lire et signer et nous remettre pour qu'ils puissent aussi respecter leur engagement. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que vous avez demandé. Ah, les horaires, c'était le mardi et le jeudi pour nous de 16h à 18h. Donc ça leur fait 4 heures, donc je ne dis pas 4 heures parce que c'est un créneau de 4 heures, ça leur fait, on va dire, 3 heures de pratique supplémentaire pour ceux qui font les 2 séances. Et en termes d'effectifs, quelle quantité de joueurs ou de gamins en fait, qui rentrent en section sportive? Alors chez nous, on a à peu près une cinquantaine de gamins, entre 50 et 60, sur l'ensemble des niveaux. Mais le groupe élite, comme je le précisais, lui, généralement, ils sont maximum 12 ou 13. Donc ça se resserre parce que généralement, on essaie de les identifier et qu'ils puissent travailler ensemble. D'autres personnes? Des réactions? Des questions? Des réactions? Madame? Alors, en fait, ma question, c'était en fait, est-ce que, toujours pour les familles, est-ce que il y a, pour atteindre le haut niveau, en tout cas pour être dans la démarche de préparation au haut niveau, est-ce qu'il faut que les parents aient des moyens? Et si on doit faire un raccourci, est-ce que personne a des parents qui sont au RSA, par exemple, qui ont un enfant qui a du talent en sport,
Est-ce que malgré le fait que ses parents n'ont pas les moyens, est-ce que ce jeune-là a de l'avenir dans le haut niveau? Et sinon, quels sont les dispositifs qui sont mis en place sur le territoire pour accompagner ces jeunes-là sur le plan financier? En ce qui concerne l'athlétisme, je dirais l'enfant, il y a des dispositifs pour accompagner des jeunes à la pratique. C'est vrai que les parents sont souvent pour l'athlétisme, les parents sont souvent amenés à mettre la main à la poche. Maintenant, s'il y a des dispositifs, on peut se rapprocher de la Dragès, on peut se rapprocher des maisons régionales de performance. Il y a des dispositifs pour accompagner les parents pour qu'ils puissent aider leurs gamins à atteindre leurs objectifs. Il ne faut pas que le parent pense que parce qu'il n'a pas les moyens, l'enfant ne pourra pas. Il faut se rapprocher de nous. Nous, conseillers techniques, nous sommes aussi à même d'orienter vers les dispositifs pour aider. Il ne faut pas que les parents aient peur de ça. Alors, on vous a posé la question qui fâche, la question financière. Vous pouvez tous y répondre, apporter votre bière si vous avez d'autres réponses, Monsieur Cam. Alors, pour la naissance de Ketty, forcément, le début peut coûter un peu d'argent, mais c'est pas excessif. Parce que le sport chez nous, pour les sports qui sont représentés ici, sont des sports qui ne sont pas très chers au départ. Donc, pour commencer cette pratique, c'est pas excessif. Et il faut savoir que si l'enfant excelle, plus il va monter de niveau, moins ça coûtera d'argent par an. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, donc celui qui sera détecté, qui sortira du lot, forcément, pour vous parler pour ma discipline, un joueur qui sort du pôle espoir, qui intègre un centre de formation de basket professionnel, c'est charge zéro pour les parents. Alors, si je peux me permettre, peut-être qu'elle voulait savoir s'il y avait par exemple des bourses, comme ça se fait dans d'autres pays, il y a des bourses. Est-ce qu'ici, ce genre de choses-là se pratique pour le sport, pour les jeunes qui s'investissent dans le sport de très haut niveau? Alors, pour ma part, si vous êtes dans un pôle espoir, vous êtes listé, la région octroie une aide aux parents, sans condition de ressources. Donc, c'est bon à savoir. Les ligues, pour certaines fédérations, participent aussi aux frais. Donc, ce qui fait que ça peut réduire relativement le tarif pour les parents. Pour donner un exemple concret, le pôle basket espoir, l'internat du CREPS, qui est le net pour le football, le basket ou l'athlétisme, un internat, c'est 5 000 € par an. Il faut savoir qu'on demandera aux parents une participation de 300 € sur 8 mois, 9 mois, sur 9 mois, et la Fédé mettra la différence, et le parent touchera une aide de la région de l'ordre de 1 100 € par an. Ce qui fait que le coût existe, mais il est relativement, à dire faible, mais il est supportable. Merci pour toutes ces précisions. Je pense que ça sera très utile à tous les parents qui sont là. Et puis maintenant, on va passer le micro à Madame Gina Saint-Fort, professeure de PS, référente au Pôle handball Guadeloupe. Madame Gina Saint-Fort. Merci. Donc avant de passer à mon sport qui est le handball, je voulais répondre à Madame. Vous avez aussi dans les établissements scolaires ce qu'on appelle le fonds social collégien et le fonds social lycéen, qui vient pallier aux aides pour aider les parents qui peuvent être en difficulté. Et vous avez parlé par exemple de parents qui toucheraient le RSA. S'il y a un problème pour l'internat ou un problème parce que l'enfant est interne dans l'établissement, l'assistance sociale peut être sollicitée pour que le fonds social collégien, dans le cadre des collégiens, puisse aider et pallier aux dépenses qui devraient être couvertes par les parents, et pareil pour le fonds social lycéen. Alors moi j'interviens pour le handball. Alors au titre de plusieurs casquettes, vous avez dit que j'étais référente scolaire au lycée GRDH. Effectivement, il faut savoir que les pôles espoirs handball
contrairement à tous les autres pôles, sont hébergés au lycée GRPRH. Donc, ils ne sont pas au CREPS, ils sont à Basse-Terre déjà. Donc, pôle espoir garçon et pôle espoir fille. Mais j'interviens aussi en tant que vice-présidente de la Fédération française de handball et chef de délégation d'une équipe de France U20, les U20 féminines, puisque j'encadre depuis maintenant 1 an et demi. Donc, le handball, c'est quoi? Au niveau de la fédération, le handball, c'est, on l'a dit comme au niveau du foot, des compétitions à différents niveaux avec une détection dès les jeunes qui ont moins de 12 ans. Puisqu'il faut savoir qu'au niveau national, il y a des compétitions qu'on appelle les intercomités et toutes les régions de France et des départements d'outre-mer vont présenter des équipes de cette tranche d'âge qui vont partir. Donc la Guadeloupe participe comme chaque année au mois de mai à Chartres et à Bouges pour les jeunes garçons et les filles. Donc chaque année, les jeunes sont détectés donc, dans les clubs. Et donc comme pour le football aussi, des regroupements, on appelle ça des regroupements le samedi. Et là, la famille, comme toutes les autres activités, hein, Kéti l'a dit, a une part importante puisque le samedi matin, c'est le parent qui va emmener son enfant. Le club a proposé, la Ligue fait des regroupements, les conseillers techniques sportifs vont encadrer, vont regarder un peu le niveau de talent, les capacités de ces jeunes. Mais le parent va accompagner, va venir, va rester. On parle de choix des enfants, parfois je parle même de sacrifice de parents pour accompagner cette accession vers le haut niveau et pour préparer ces jeunes vers le haut niveau. Donc différentes strates de détection, les intercomités, ensuite on a les interligues, où les jeunes seront regroupés sur les 3 ligues, Antilles-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique, donc là déjà une détection, mais une sélection plus importante. Ensuite, on va arriver donc à l'âge où les enfants vont entrer en pôle. Ils vont entrer en pôle, là aussi détection, une journée de détection où les parents vont accompagner toute la journée. La dernière s'est faite le 17 avril. Et toute la journée, les parents sont là, où on leur présente les établissements scolaires, mais on leur présente aussi ce qui peut attendre les jeunes. Donc, lors des détections, Olivier l'a dit, M. Otto aussi l'a dit, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde soit repéré partout. Il y a des talents, Kéti l'a dit, des personnes qui sont à maturité un peu plus tardive. Je vais prendre un seul exemple, qui est actuellement une jeune, qui est actuellement en équipe de France A, détectée seulement parce qu'elle est arrivée au handball en classe de 3e. Détectée en 3e, elle fait les interligues. Elle entre au pôle donc, au mois de septembre de l'année suivante. Elle reste au pôle 3 ans, elle passe son bac et elle part. Et l'année d'après, elle est championne du monde. Je parle d'Orla Canor, qui est, voilà, elle n'a pas pratiqué le hand très jeune. Elle et sa sœur, et pourtant, elles ont, elle notamment, une brillante carrière, puisqu'elle est en équipe de France, championne du monde, championne d'Europe, déjà plusieurs fois. Mélino Candy, elle a fait le cursus normal très jeune. Elle était très jeune en école de handball. Donc, vous voyez, il y a différents types de parcours. Quand Madame parlait de comment la famille, comment on peut emmener le jeune en détection. Le jeune qui est déjà en club va suivre les détections normales. Le jeune qui va connaître le handball peut-être au niveau du scolaire, de l'UNSS, va peut-être être détecté plus tardivement parce que voilà, elle n'est pas dans un environnement qui lui a permis d'être détecté plus tôt. Quand on parle de travail, le pôle c'est quoi? Le pôle c'est un entraînement bi-quotidien, les enfants sont internes. Monsieur Otto l'a dit, et je parle souvent on parle de double projet scolaire, sportif. On parle, nous, au niveau du handball, souvent de triple projet, parce qu'on a, vous l'avez dit, le projet de vie. Projet scolaire, projet sportif, mais un projet professionnel qui va emmener l'enfant vers peut-être un parcours différent de nôtre. Le même projet sportif, la même structure, mais au niveau du handball, nous avons fait le choix d'avoir un réseau d'établissements autour de ces pôles espoirs. Donc les jeunes, les pôles sont bien hébergés au lycée GRDRH, mais les jeunes maintenant, avec le projet de performance fédérale de la Fédération française de handball,
les jeunes entrent en pôle depuis 3 ans, dès l'âge de 4e. Alors souvent, avant c'était seconde, à l'époque de Méline, d'Orlan, c'était à partir de la seconde. Et puis les exigences du haut niveau, de l'international, venant un peu avec des besoins d'exigence, un cahier des charges plus important. Donc la fédération a opté, suite à une expérimentation qui a été menée en Guadeloupe d'ailleurs, sur la première génération Méline, Janela Bambou, on a pris ces jeunes qui étaient espoirs fédéral, il fallait qu'on leur propose des entraînements supplémentaires, donc elles sont entrées en 3e. Donc le collège support de ce pôle, c'est le collège Pita à Basse-Terre, mais aussi le collège de Trois-Rivières, puisqu'il y a des élèves de Trois-Rivières, quand ils sont en 4e, on ne va pas les sortir de leur établissement. On a aussi des élèves à Versailles. On a donc tout un réseau d'établissements qui va permettre à ces jeunes de mener de front leurs projets sportifs et leurs projets scolaires. Donc, dans ce réseau d'établissements, nous avons le collège et lycée Versailles, le collège privé de Blanchette, donc vous voyez des possibilités de faire d'autres cursus, le lycée de Raoul Georges Nigolo, puisque tout le monde n'ira pas peut-être vers une filière générale, mais il ira aussi vers une filière technologique avec des spécificités, art de l'ingénierie, etc. Et le lycée nous avons aussi le lycée du Charmois, puisque d'autres propositions de formation pour des élèves qui ont un projet professionnel différent. Donc voilà, au niveau du handball, un peu le projet performance fédérale. Au niveau scolaire, pourquoi nous avons des références scolaires au niveau des pôles d'espoir? Nos jeunes font des compétitions, je vous l'ai dit, nationales. Donc ces jeunes-là, qui seront en place depuis la 4e voire la 3e, vont partir sur des compétitions, sur des temps scolaires. Donc il a été mis en place au niveau de la structure pôle de GRDRH un suivi, c'est-à-dire que pas de rupture scolaire. Quand les élèves partent, ils doivent pouvoir continuer à travailler, donc continuer à faire leurs devoirs. Je me rappellerai toujours m'être déplacé sur une compétition interpôle où les élèves et nos jeunes allaient en demi-finale le lendemain face au pôle d'Amiens. Et il était 23h, l'entraîneur national est venu me voir en me disant, on m'a dit qu'il y a des extraterrestres qui sont en train de travailler, alors qu'ils ont fini un match à 21h, ils ont mangé, et pratiquement 22h30, et je ne l'ai pas cru, et je viens le voir. Et j'avais autour de moi Méline, Orlan, parce que Orlan avait un devoir en entrant en première, et ses camarades lui ont dit, mais tu n'iras pas seul faire son travail scolaire, parce qu'il fallait le renvoyer par mail. Et toute l'équipe était là en train de travailler. Donc nous avons des temps, quand les élèves se déplacent, les enfants ont des temps aussi de travail scolaire. Donc il y a des temps d'études, il y a des salles qui sont réservées dans les hôtels, il y a des salles de réunion. Quand ils sont à la maison du handball, les salles de cours leur sont réservées. Donc il faut allier le temps sportif, donc le temps de la compétition, le temps de récupération. On l'a dit, il faut que l'enfant puisse récupérer le temps de la nourriture, une nourriture qui est équilibré, mais aussi le temps de travail scolaire, puisque quand nous partons en compétition, l'outre-mer, c'est 15 jours, alors que la compétition va durer 5 jours. Mais il faut qu'on puisse permettre aux jeunes d'arriver, de s'adapter au changement au rythme, au décalage horaire, de préparer la compétition, surtout quand ils partent sur Antilles-Guyane, parce qu'ils ne sont pas ensemble, et ensuite de faire la compétition et de revenir. Donc tout ce temps-là, c'est une préparation aussi. Il faut qu'ils continuent leur cursus scolaire. On parle de préparation au niveau. Les jeunes doivent avoir donc cette exigence. La préparation va avec l'exigence, la rigueur qu'on leur demande au niveau sportif, mais aussi la rigueur au niveau scolaire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que simplement de plus en plus, le haut niveau, c'est une pratique, une compétition, une préparation collaborative. Par exemple, en équipe de France U20, les jeunes ont des temps de préparation des matchs qui vont venir. Là, je vais partir sur les championnats de France avec cette équipe de U20. Et on a des temps de préparation sur les équipes qu'on va rencontrer, à savoir la Roumanie, l'Espagne. Donc, il faut que le jeune puisse comprendre. Il faut qu'il soit habitué, monsieur l'a dit, donc le travail scolaire est très important.
il est loin, il est dépassé le temps, on n'était que des gens et qu'on était sportifs. Il faut qu'on puisse comprendre la stratégie, surtout dans les sports collectifs, et autour de moi, à Paris-Ketty, on est en sport collectif et même en relais, il faut travailler collectivement. Il faut vraiment que le jeune puisse comprendre, et là je m'adresse surtout aux parents, qu'on ne va pas réussir qu'avec le talent. On va réussir parce qu'il y aura le talent, parce qu'il y aura du travail, parce qu'à côté de cela, on va comprendre ce qu'on fait, on va comprendre comment agir, comment s'entraîner, comment répondre aux exigences du coach pour pouvoir s'améliorer. D'où la nécessité de mener de front le travail scolaire et le travail sportif. J'ai entendu M. Otto le dire aussi, et j'aimerais revenir là-dessus. Il faut bien que le parent comprenne que le projet, c'est le projet de l'enfant. Je sais que parfois certains parents espèrent ou veulent faire réussir des jeunes, parfois ce n'est pas leur projet, et ils échouent. Quand je dis ils échouent, ils n'arrivent pas à atteindre leur niveau parce que parfois, eux, dans leur tête, c'était pas réussir, c'était pratiquer, prendre plaisir. Et il faut aussi qu'on puisse respecter cela. Donc il faut vraiment savoir quel est le projet du jeune, qu'on puisse l'accompagner. Et à côté de ça, il y a tout un environnement qui est mis en place. Monsieur a parlé du mental. Effectivement, autour des équipes de France et de plus en plus autour de toutes les équipes de Guadeloupe aussi, il ne va pas partir que le coach. Il y aura le coach, il y aura le kiné, il y aura un préparateur mental. En équipe de France, par exemple, l'équipe de France, c'est 18 jeunes. Mais avec ces 18 jeunes, vous savez combien de personnes qui partent, d'adultes qui partent. En plus de la chef de délégation, nous sommes 11 adultes. Il y aura le coach adjoint, le préparateur physique, le préparateur mental qui, quand le jeune, on verra qu'il a un problème, tout de suite, avant qu'il n'aille se coucher, aura un entretien individuel pendant la compétition, après la compétition, pendant la préparation, à distance, avant les regroupements. Donc, il est très important qu'il y ait un environnement qui soit stable, un environnement où le jeune puisse se sentir en confiance. Le jeune, quand il est blessé, il faut qu'il puisse dire j'ai mal à l'épaule, j'ai mal, pour que le kiné puisse le prendre en main, que l'ostéopathe puisse le prendre en main. Donc il y a tout un environnement à mettre en place. Et peut-être que tous ne vont pas réussir au haut niveau, mais tous vont permettre l'augmentation du niveau de pratique de notre Guadeloupe, tant que ce soit au handball, au football ou au basket. Vous avez parlé 2 fois de PPF. C'est quelque chose qui mérite d'être reconnu à mon avis. Est-ce que vous pouvez en parler? C'est la question que s'adresse à vous, à ceux qui sont à côté, madame ou... Le PPF, c'est le projet de performance fédérale, c'est-à-dire que toutes les fédérations ont des objectifs. Donc, le projet de performance fédérale va structurer, et je pense que Ketty l'a dit, quand elle parle de structuration, c'est parce que sa fédération a un projet. Le projet de performance fédérale va structurer tout le parcours du jeune sportif jusqu'au haut niveau. Olivier l'a souligné, nous parlons d'accession vers le haut niveau, donc la préparation vers le haut niveau. Pour l'instant, toutes ces structures sont des structures d'accession vers le haut niveau. Oui, en effet, le PPF nous permet de donner les strates. Ça va commencer par la section sportive, le pôle espoir, puis le pôle France, par exemple, pour l'athlétisme. C'est sûr que le PPF est aussi un cadre, parce qu'il faut savoir que toutes les fédérations qui ont un PPF, ils sont en convention avec le ministère des Sports. Et la fédération a des structures déconcentrées, des ligues, des comités. Et ils ont chacun un président à leur tête, et on n'est pas sans savoir que quelquefois, il y a des présidents qui veulent faire aussi à leur sauce. Donc, un PPF, c'est quelque chose qui se respecte. Il y a des cahiers, des charges pour les structures, il y a des subventions qui sont allouées maintenant et comment dirais-je, pas distribuées, mais arbitrées par la fédération. Avant, les subventions étaient arbitrées par un comité. Aujourd'hui, les subventions sont arbitrées par les fédérations. Donc la Ligue, qui ne suit pas vraiment le PPF, se voit pas attribuer de subventions. Donc le PPF, c'est un cadre qui englobe toute la politique sportive en fait de la fédération, dont le projet de performance fédérale tout court.
des fédérations et qui est distribué au niveau local, c'est-à-dire au niveau des ligues, de manière à ce que la fédération atteigne ses objectifs. Comment la fédération atteint ses objectifs, par exemple au football? Si on est bien représenté sur les compétitions mondiales, en équipe de France, mais aussi dans les sélections jeunes, c'est parce que le PPF a été bien distribué au niveau des ligues, il a bien été établi, il a bien été suivi, en tout cas on s'y rapproche. Si les interligues aussi, par exemple, existent, c'est pour avoir ces différents groupes de développement dans les différentes catégories, de manière à former les futures sélections nationales. Et s'il y a des résultats dans les compétitions mondiales, ça montre qu'au niveau de la masse, le travail a été bien effectué à un moment donné. Donc il faut continuer à les suivre de manière à avoir de bons résultats. On a une question dans le public. Alors, j'ai bien compris que tous les intervenants, le cheminement proposé, c'est-à-dire que c'est un peu une sélection. Ok. Mais sur la majorité des licenciés qu'on a sur tous les sports, c'est au niveau des clubs. La problématique que nous, on est au niveau des clubs, c'est au niveau des infrastructures. Alors je vous prends l'exemple sur Basse-Terre. Pour l'athlétisme, rivière des Pères, il n'y a pas vraiment de piste pour pouvoir s'entraîner. Au niveau du foot, c'est très compliqué pour pouvoir s'entraîner. Pas vraiment de terrain avec un marquage, des buts, pour pouvoir vraiment avoir une certaine performance. Moi, mon idée, en fait, plutôt la problématique, est-ce que l'idée d'aller vers de la performance, est-ce qu'on peut pas fonctionner pour que on fait une performance, on fait tout, on tire tout le monde vers le haut en fait. Est-ce qu'il y a une action à avoir à ce niveau-là? Parce que je vous avoue que c'est très... moi, à mon niveau, je me bats beaucoup en fait pour ça. Parce qu'au niveau des clubs en Guadeloupe, il y a aussi une préférence sur les seniors, notamment au niveau du foot. Une préférence au niveau des moyens mis surtout pour les seniors et on oublie un peu la formation. Alors moi, de par mon vécu, on a beaucoup d'éducateurs un peu pères qui ont beaucoup donné de leur temps, de leur poche, qui ont permis de faire éclore des talents. Est-ce qu'à ce niveau-là, on ne peut pas avoir en fait un vrai débat, une vraie action en fait, pour qu'on puisse avoir des moyens, tout simplement avoir des moyens. Et que ce ne soit pas, parce que les jeunes qui rentrent justement dans vos sélections, quand ils sont plus avec vous, quand ils viennent le week-end jouer des matchs, si le niveau n'est pas élevé, n'est pas supérieur, est-ce que c'est bénéfique pour eux? C'est mon questionnement. Je vais répondre parce que cette problématique, elle est commune à tous les sports collectifs. Alors les infrastructures, tout le monde sait qu'on est quand même assez en retard dans ce domaine. Alors pour le football, c'est sûr que les terrains, les super terrains de foot praticables, il n'y en a pas beaucoup. Pour les sports de salle, vous avez entendu le handball, c'est des détections, c'est souvent des rassemblements de samedi. Le basket aussi, le volley n'est pas présent. Mais quand le volley va s'y mettre, ce sera pareil. Donc on a de gros problèmes d'infrastructure. Et comme tu l'as dit, la lutte, elle est conditionnée par la masse. Donc forcément, plus il y a de la masse, plus il y aura des lignes. Donc on est dans un sens de développement, de licenciés, de pratique. Mais maintenant, les si peu de clubs qui existent, que ce soit en foot, ou en basket, ou en handball, ils ont un problème de nombre. C'est-à-dire quand un club a atteint un nombre de maximum, il ne peut plus avoir de licenciés. Donc nous, on est quand même, je pense que le sport aujourd'hui, on est dans une démarche justement d'infrastructure pour qu'il y ait plus d'équipes et pour qu'il y ait plus de licenciés. Et donc forcément, ça ferait monter la compétition parce qu'il y aurait plus de challenge entre les groupes, il y aurait des divisions différentes. Alors c'est vrai que notre insularité nous cause des problèmes qui sont, on va dire, difficilement solvables, mais c'est plus un débat politique, c'est plus un choix politique. C'est pas nous, on dirait pas qu'on veut des meilleurs terrains de foot, on veut plus de terrains de sport en salle, plus de pistes d'athlétisme, ça paraît évident.
Et on se pose la question aussi au niveau national, comment des villes qui sont semblables aux nôtres sont si bien dotées d'équipements. Alors je prends un exemple banal, une petite ville qui s'appelle Saint-Gratien dans le 93 par exemple, ça doit parler à certains d'entre vous. J'ai pris ça au hasard, j'ai jamais habité Saint-Gratien, je ne connais pas, mais ils ont dit parce qu'il y a à peu près de 47 000 habitants. Vous prenez les Abîmes qui a 50 000 habitants, et les Abîmes n'a pas un gymnase. Les Saint-Gratien, ils en ont 13. Donc ça vous montre le ratio. En terrain de foot, je n'ai pas compté, mais ils en ont plein. En piste d'athlétisme, ils en ont aussi. Donc voilà un peu un exemple concret. Et ça, c'est un exemple d'une petite ville, d'un département, même pas très riche. Je ne parle même pas des villes du 92, qui sont suréquipées. Donc nous, malheureusement, à la Guadeloupe, il y a trop de priorités. Parce qu'on a pris du retard dans tellement de choses. Donc quand vous dites aux politiques de construire des salles, des terrains de foot, ils vous diront qu'il faut qu'ils donnent de l'eau avant aux Européens. Donc forcément, ils n'ont pas les moyens de tout faire en même temps. Voilà un peu, j'ai caricaturé un peu l'affaire, mais je ne suis pas trop loin quand même de la vérité. Oui, alors moi j'ai encore ma casquette de professeur de PS avec Gina. Alors nous sommes au quotidien sur toutes les infrastructures. Et en fait, M. Kam a raison, on n'a pas les moyens d'avoir des infrastructures renouvelées tous les 3 ans, tous les 4 ans. Lorsqu'on construit un terrain de basketball, eh bien, notre solution à nous, c'est de l'entretenir. Parce qu'on n'a pas le choix. Que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau du matériel, nous sommes grivés par l'octroi de mer. Nous sommes grivés par la distance qu'il faut pour pouvoir acheminer ce matériel-là, cette infrastructure-là. Le plus souvent, elles sont construites pour des zones qui ne correspondent pas à nos climats. De plus en plus, il y a des efforts qui sont faits. Mais la priorité, c'est quoi? Ben, c'est l'entretien. On a fait le stade à Vieux Habitants, flambant neuf, allez le voir aujourd'hui. Les agents font leur travail, mais quelquefois c'est nous-mêmes qui n'entretenons pas notre matériel. Et on n'a qu'une seule solution, c'est entretenir le matériel. Des fois, c'est nous, professeurs de PS, qui passons le balai, qui essuyons le sol, qui ramassons les bouteilles d'eau qui traînent, et que nous avons oublié de dire aux enfants de prendre. Mais le panier de basket, si on donne en permanence, il va s'abîmer. Donc c'est à nous aussi d'entretenir ce matériel-là parce qu'on n'en a pas pléthore, on n'a pas suffisamment d'argent. L'argent passe dans d'autres priorités. Et il n'y a qu'une seule solution à notre niveau, c'est une éducation à l'entretien du matériel. Et ça se fait dès le PS, ça se fait dès l'école primaire. Ça qui est à zone conservée. C'est très important ça, parce que des fois, on achète par exemple des ballons, les enfants shootent dedans. Ce n'est pas des ballons de football, c'est des ballons de basket. Des fois, les sorties bloquent, on les laisse traîner, on les apporte de n'importe quel moment, on fait que les lâcher au sol, et ce sont des athlètes qui le font. C'est nous-mêmes qui le faisons. Le terrain de Rivière des Péans, l'athlétisme, vous en parliez tout à l'heure. Où est le sautoir de hauteur? Quand est-ce qu'on va faire du saut à la perche? Ça n'existe pas. Le lancer de poids, le butoir en bois, il est pourri. À quel moment on va mettre en place des moyens pour non pas seulement construire, mais surtout dans la construction prévoir l'entretien? Parce qu'on ne pourra pas avoir 50 gymnases. Le gymnase de Rivière des Péans, problème de gestion. On a changé une fois, et je crois même 2 fois de parking. Toujours le même problème, l'entretien. Le gymnase Paul Chanchon, fermé pour des problèmes de régularité et de conformité à la sécurité. Mais c'est toujours le même problème, l'entretien. Vous pouvez nous donner tout ce que vous voulez qui appartient à Paris, à Marseille ou à Nice. On ne va pas le renouveler. Donc quand on a le matériel, ici, dans ces régions, avec notre mer et la distance, l'entretien. C'est une des priorités pour moi et c'est pour ça que je tenais à intervenir. Merci pour cette intervention. Alors,
Oui. Par rapport à ce problème d'installation, monsieur disait qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a quand même une possibilité, enfin, il y a des solutions qu'on pourrait entrevoir, et c'est sûr que c'est un problème politique, hein, Patrick a raison, mais on pourrait peut-être aller vers la mutualisation des installations. Parce qu'on a quand même des installations, notamment nous, au niveau scolaire, certains établissements ont des installations scolaires. Comment permettre, et ça c'est un problème politique, hein, parce qu'il y a des problèmes de responsabilité à l'établissement scolaire, le chef d'établissement ne voudra pas qu'il y ait du monde dedans, parce que quand on va aller sur le terrain de handball ou de basket, eh bien, on ira aussi dans les salles de cours. Donc il faudrait que les accès soient différents des terrains de sport, de l'accès des locaux, des compris. Donc, pour pouvoir mutualiser, mais il faut aussi que la sécurisation des biens de l'établissement soit distincte donc des accès aux installations sportives. Mais des solutions existent. La Fédération française de handball, pour l'instant, est en train de mettre en place une politique de terrain mobile. Chaque ligue a été dotée de ce qu'on appelle le terrain de hand à 4, puisque comme le basket 3-3, le hand maintenant aussi du hand à 4. Et là, je rejoins Olivier, la difficulté pour l'outre-mer, parce que chaque ligue d'outre-mer aussi a été dotée, ça a été payer les frais de douane. Donc la fédération, finalement, on a eu, après pour parler, on a quand même réussi à faire la fédération prendre en charge ces frais de douane, parce que ça revenait beaucoup à vraiment trop cher. Et maintenant, avec un plan ANS, la fédération peut fournir à chaque club qui le demande un terrain pour 5 000 €. Au niveau de la Guadeloupe, on a déjà réfléchi, sauf que les 5 000 € vont devenir 20 000 ou 25 000 € parce que les frais de douane, l'octroi de mer va faire augmenter. Donc, il y a des solutions, mais il faut qu'on arrive à avoir des solutions aussi et des priorités politiques, clairement. Juste pour ajouter par rapport à la question de l'éducateur, il a parlé aussi comment maintenir le niveau de pratique, parce que là il y avait la question sur les installations, donc je ne vais pas compléter ce que les collègues ont été exhaustifs. Juste de dire aussi, je parle sous couvert de M. Oupé, quand le jeune revient dans son club le week-end, il n'est pas tenu de rester dans sa catégorie d'âge. Ce qui est d'ailleurs recommandé, c'est un jeune qui se trouve au Pôle Sport, qui passe en différents matchs du 15 le week-end. Donc là aussi, il y a la politique du club et le projet du club, et aussi, dans le club aussi, il doit avoir le triple projet, le projet sportif du club, la vision, mais le projet du jeune aussi. Donc quand le jeune il est au club, au Pôle Sport, quand il revient, il devrait jouer dans la catégorie d'âge supérieur pour qu'il soit confronté justement à un autre niveau et qu'il puisse lui aussi garder, on va dire, les exigences qu'il a. Si ce n'est pas forcément possible, l'éducateur aussi, vous avez parlé de formation, en charge de ce jeune, peut, lorsqu'il revient également, lui mettre des exigences ou des garde-fous sur ce match-là pour qu'il puisse maintenir un niveau d'exigence et ne pas se dire tiens, bon, je récupère mon jeune du pôle et bon, on va gagner 10-0 parce qu'il est là, etc. Donc il y a aussi ce paramètre-là, ça c'est pour le maintien du niveau de pratique. Oui, effectivement, les jeunes qui sont en pôle ont droit à des dérogations, ils peuvent être surclassés. Donc ils jouent dans les catégories supérieures, parfois dans certaines catégories, ils peuvent même avoir un double surclassement. On a parlé de talent et de niveau pour pouvoir leur permettre de garder le niveau, puisque il faut le cahier des charges au handball, par exemple, ce sont des entraînements bi-quotidiens, chaque jour de la semaine jusqu'au vendredi. Et le vendredi, il part le soir dans son club et il s'entraîne avec son club. Donc forcément, ça permet aussi aux jeunes du club qui sont confrontés à ce jeune d'avoir un niveau de pratique qui peut être élevé, mais il peut jouer en étant sur place. Dernière question pour conclure, la question du sport féminin. J'ai cru comprendre que 2024-2025, c'était des années pour pousser le sport féminin en Guadeloupe, pour pousser vers la performance, le sport féminin. Est-ce que vous avez des consignes par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet-là?
des consignes. Je crois que toutes les fédérations ont reçu les consignes du ministère des Sports et de l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui met des moyens si les ligues, la fédération proposent des projets sur la féminisation. Ici, comme au niveau national, effectivement, le taux de pratique au niveau féminin est moindre, quelle que soit l'activité, par rapport au taux de pratique masculin. Non, ce sont des priorités qui sont données, des priorités nationales qui sont données dans certains projets qui font que les clubs ont tout intérêt à entrer dans ces priorités nationales afin de pouvoir avoir des moyens pour mener à bien des actions et des projets. Notamment sur le football d'ailleurs, je crois. Alors je ne sais pas si monsieur pourra répondre. Oui, pas de problème. Vous êtes tombé sur la bonne personne parce que je suis notamment en charge de la féminisation du football et je suis en charge du PPF féminin du coup. Donc en charge des CPS, donc il existe, on a parlé de CPS tout à l'heure, des CPS 100% féminins, donc qui regroupent des filles de U12 jusqu'à U14 qui fonctionnent. On a un pôle espoir qui est mixte, c'est à noter. Donc on a une fille sur les deux générations d'âge présentes. Là, à la prochaine rentrée, en espérant que ce soit pas une exclusivité, je ne m'avance pas trop, on risque d'être sur une année exceptionnelle où on va avoir peut-être plusieurs filles, je ne dirais pas le nom, qui vont intégrer le pôle espoir. C'est en pourparlers, c'est parti pour bien se faire. On a aussi la section féminine du lycée Raoul-Georges Nicolo qui va ouvrir à la prochaine rentrée. C'est montrer, en fait, ça montre, c'est des choses qui montrent qu'il y a une démarche qui va de l'avant par rapport à la féminisation de notre football. Et on a bien été aussi représentés sur les interligues avec la sélection outre-mer où on a des filles qui étaient les premières citées par des recruteurs potentiels sur la session qui a eu lieu en novembre dernier. Alors, juste pour le sport féminin, il faut savoir que la section sportive du collège de Minnesota a démarré dès le départ en priorisant, par rapport à un club qui s'appelait la SCB, le recrutement féminin. Donc, vous avez des démarches un peu partout, mais particulièrement à Saint-Claude, sur le développement de ce sport, du sport féminin, de la pratique féminine. Moi, mon combat, ce serait que l'ensemble des sections sportives scolaires puissent à terme ouvrir une part de pratique féminine. Alors c'est mon cas au niveau du collège de Saint-Claude, mais je sais qu'il y a encore, ne serait-ce que pour le basket, plein d'établissements qui n'ouvrent pas leurs portes aux filles. Alors je sais qu'au collège, il y a énormément de différences en termes physiques sur l'explosivité. Donc ça oblige en fait à faire des efforts très conséquents pour intégrer les deux niveaux physiques en termes d'explosivité, mais pas que souvent les filles jouent un peu moins au ballon. Donc quand elles arrivent, elles sont un petit peu moins talentueuses et ça se corrige après. Donc au niveau du collège, il y a un gros travail à faire sur le développement du sport féminin. Et tant qu'on n'aura pas quelque chose d'institutionnel qui va obliger quelque part à créer des sections sportives avec une parole féminine, on aura du mal. Ça commence à l'école, ça commence dans les premières manches, et ensuite, on espère un développement pour le sport de haut niveau. Mais tout simplement pour vous dire, il y a des filles qui ont commencé au collège et qui sont devenues de très très bonnes sportives. Il y en a même une qui est partie à Monaco pour jouer pour l'équipe nationale de Monaco parce qu'on a naturalisé. Elle s'appelle Célia Mémarki et elle avait commencé le football féminin et elle est venue au basketball féminin et elle a fait son choix en 4e seulement. Elle veut entrer en 6e. Donc il faut laisser le temps aussi aux filles de faire les choix, mais il faut leur donner la structure. Et la structure, c'est nous. C'est notre rôle à nous. Elles prendront le temps nécessaire ensuite de performer. Merci.
C'était simplement pour ajouter par rapport à la féminisation que les pôles espoirs féminins, la politique de la fédération est double par rapport aux garçons. Par exemple, pour les meilleurs, pour les pôles d'excellence, il n'y a que 50 garçons qui sont repérés au niveau national et qui vont être adossés à un centre de formation, tandis que au niveau féminin, il y a systématiquement un pôle d'excellence dans toutes les régions, plus un pôle d'accession, ce qui fait que le nombre de filles, par exemple à Bastia, il y a un site d'accession de 24 filles, plus un pôle d'excellence de 16 filles. Donc le nombre de filles est beaucoup plus important que les garçons au niveau handball dans les pôles espoirs au niveau Fédération française de handball. Oui, en tout cas, la ville de Saint-Claude va remercier en tout cas les intervenants pour la qualité en tout cas des échanges et des informations aujourd'hui, et puis remercier aussi le public. En tout cas, sur la politique sportive de la ville, on aura deux grosses dates, puisque la ville de Saint-Claude aussi s'inscrit dans cette démarche de la promotion du sport et l'accompagnement du sport scolaire. Donc on aura deux opérations le mardi 11 juin au complexe sportif Luxonor avec la Ligue de football sur un plateau de découverte et de développement. Donc environ 200 enfants des établissements scolaires de la ville de Saint-Claude seront sur cette manifestation-là. Et le jeudi 13, la même opération avec la Ligue de basket. Voilà, donc ces deux disciplines-là, en tout cas, comme nous avons, en tout cas, l'idée c'est aussi d'accompagner la section sportive du collège pour l'orientation. Et éventuellement, nous sommes dans un bassin sud-bastin, donc aussi peut-être orienter les élèves au niveau du foot sur la section sportive de Versailles. Bien sûr, on n'oublie pas les clubs, puisque le club de Saint-Claude est partenaire aussi sur le projet, que ce soit au niveau du basket et que ce soit au niveau du foot. Donc on travaille aussi avec notre partenaire, les associations sportives, le club de basket et le club de foot de Saint-Claude. Voilà. Donc plus, pour ajouter la question de l'infrastructure, au niveau de l'infrastructure, nous avons effectivement le gymnase Daniel Cassin, nous avons effectivement aussi le complexe Luxonor, et aussi nous avons aussi répondu à un appel à projet où on aura très bientôt un terrain de basket 3 contre 3 dans l'enceinte du complexe sportif Luxonor, donc puisque c'est une nouvelle discipline aussi qui est en train d'attirer en tout cas le jeune public, et aussi le futur plateau multisport Patrick Cam qui va aussi, on espère en tout cas démarrer cette année. Voilà, donc la ville essaie de se doter en tout cas d'infrastructures sportives pour pouvoir justement permettre aux jeunes du sud-bassin et de Saint-Claude en tout cas de se développer. Voilà. Donc on va remercier quand même les collègues de la médiathèque qui ont fait un beau travail pour nous accompagner, en tout cas le service des sports, sur cette organisation, et aussi l'ensemble des collègues qui sont autour, donc la communication, puisque nous sommes en fait sur Facebook Live, donc vous allez pouvoir revoir en tout cas l'intégralité des échanges sur Facebook Live de la ville de Saint-Claude. Et puis, en tout cas, je tiens aussi à remercier l'ensemble des directeurs des 5 établissements de la ville de Saint-Claude, puisque nous sommes vraiment en action. On aura très bientôt la semaine olympique à Saint-Claude, du 11 au 15, puisque nous allons aussi accueillir la flamme olympique le samedi 15 à la ville de Saint-Claude. Donc on aura toute une semaine d'animation avec les 700 élèves inscrits sur les établissements primaires de la ville de Saint-Claude.